Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Bonjour à toutes et à tous, chers on va reprendre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ok, donc voilà, on est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nastasia Hadjadji. Je prononce bien ? Tout à fait bien. Parfait. Salut Anastasia. Salut Nastasia. Bonjour Jacques. Très heureux que tu aies accepté mon invitation à participer à Aléatoire et que tu m'accueilles chez toi à Pantin. Alors, pour la petite histoire, c'est pas la première fois qu'on se retrouve, toi et moi, derrière un micro. On avait déjà échangé il y a 5 ans à l'occasion des 20 ans de Radio Campus Paris pour l'émission sur les musiques alternatives où tu étais intervenue en tant que programmatrice du festival Comme nous brûlons. On va y revenir. Alors, ton activité principale, ton activité, tu es journaliste indépendante et tu viens de sortir No Crypto, comment Bitcoin a envoûté le monde aux éditions Divergence. Mais moi, j'avais le souvenir et en scrutant ton LinkedIn, j'ai vu ça, que depuis à peu près une dizaine d'années que tu es journaliste, t'as plutôt commencé en tant que journaliste musical et sur les cultures alternatives, on va dire. Du coup, est-ce que tu veux te présenter et nous présenter ton début de parcours en tant que journaliste ? Alors oui, tout à fait. Effectivement, j'ai commencé mes premières piges sur des sujets en lien avec la musique, notamment pour un site web aujourd'hui défunt, même si toujours en ligne, en tout cas plus en activité, qui s'appelle The Drone, qui était l'émanation d'une boîte de prod, 1000 grammes, qui du coup a été centrée sur la création musicale indépendante, underground, avec une ligne éditoriale assez exigeante. Ça a été longtemps piloté par Olivier Lam, qui est aujourd'hui qui écrit sur la musique pour Libération. Et ça avait été par la suite piloté par Marc-Aurèle Bally, qui est donc le rédacteur en chef avec lequel je collaborais. Et donc j'écrivais un peu pour The Drone et puis de manière générale pour d'autres sites en ligne sur des problématiques culturelles ou un peu plus lifestyle comme Combini notamment. Et puis j'ai aussi eu l'opportunité de réaliser des reportages pour l'émission Trax de Arte, donc beaucoup sur la musique en effet. Cette veine un peu de journaliste musical, je l'ai après poursuivie plus en autodidacte à l'occasion d'une émission de radio qui s'appelait Music Her Story, qui était donc sur la création sonore expérimentale, donc de la noise, de l'ambiante, des musiques expé en gros, mais vu avec un prisme féministe. Parce que j'avais fait le constat, et on avait d'ailleurs fait un article à l'époque, que ces cercles de noise et de musique expé étaient extrêmement masculins. Ouais. Et qu'il y avait vraiment un fort déficit de représentation des femmes et alors même qu'il y avait de super artistes en vérité au sein de ces scènes, mais il y avait vraiment une pesanteur masculine dans ces espaces assez évidente. Effectivement, comment ça, la harsh noise est très masculine. Je me souviens que d'ailleurs tu avais déjà fait ce constat lors de l'émission il y a 5 ans en parlant de la noise et du côté très masculin de la noise. Et justement ça m'avait marqué et je l'avais noté, ce côté très pluridisciplinaire en tant que journaliste quand tu travaillais sur la musique, là où aujourd'hui tu es quand même beaucoup plus sur de l'écrit. Oui, j'ai l'impression. Majoritairement. Ouais. Parce que du coup, avant de devenir journaliste musical, ton parcours, t'as fait une école de journalisme ou pas du tout? T'es arrivé parce que j'imagine que The Drone, c'était du bénévolat ou c'était pigé? C'était rémunéré? Oh, non, je crois que c'était du bénévolat. T'as raison d'ailleurs. Est-ce que t'es arrivé en fait en tant que journaliste parce que on t'a offert l'occasion d'écrire, ou est-ce qu'il y a un parcours universitaire de journaliste avant ça? Alors, j'ai pas un parcours stricto sensu journalistique, au sens où je suis pas passée par une école de journalisme, et c'est un de mes regrets, parce qu'en vérité, ça apporte une forme de légitimité supplémentaire pour exercer derrière. J'ai fait Sciences Po à Bordeaux,
Donc j'ai un parcours, on va dire, généraliste en sciences sociales, sciences politiques. Et à l'issue de ça, pour une raison que je ne m'explique toujours pas, mes premiers débuts professionnels ont été dans la mode. Ok. Voire même dans le marketing de la mode, dans des agences de prospective. Et tu ne te l'expliques toujours pas parce que c'est pas c'était une expérience c'est pas un milieu terrible. qui t'intéresse plus que ça. C'était profondément superficiel, Ouais. extrêmement mercantile. Je faisais du marketing. Oui. Je pense que je nourrissais le vain espoir de pouvoir faire un peu de sociologie, puisqu'il était question de tendance, etc. Et en réalité, c'était une expérience assez négative. Ok. Toutefois, suite à ça, c'est là que suite à cette expérience, que j'ai pu monter mon collectif féministe, les Gars du Stupre, qui est une des émanations qui a donné lieu à Comme nous brûlons, le festival, donc que tu mentionnais au début du podcast, que nous étions une petite vingtaine à organiser, venus de différents collectifs, et qui était un festival de féministes qui rassemblait à la fois des performances musicales, artistiques, des ateliers autour des problématiques féministes au sens large et queer. Qui s'est tenu sur 3 éditions et qui a connu par la suite des déclinaisons, mais à Marseille. Oui, là où on a arrêté de le faire à la station Gare des Mines, qui nous a accueillis 3 années consécutives. Très bien. Et suite à ça, je suis rentrée à l'ADN, un média pour lequel j'ai travaillé pendant 5 ans. Un média centré sur l'innovation, les techs et globalement les tendances de l'innovation de société. Et c'est en gros à l'ADN que j'ai pu affirmer une forme de goût déjà pour l'industrie du numérique et des technologies. J'avais déjà mon bagage, on va dire, de Sciences Po qui me portait à observer tout ça avec un regard critique et un regard issu des sciences sociales. Et donc, à force de m'intéresser au numérique, à l'économie du numérique, j'ai croisé ce sujet des cryptoactifs que j'ai commencé à couvrir avec une forme de grand intérêt et de voire même j'étais sincèrement de fascination, alors peut-être pas de fascination, mais je pense qu'au début j'avais un a priori très positif sur ces technologies qui se présentaient parées des atours de l'alternative, avec toute cette rhétorique sur le fait qu'il faille trouver des alternatives au système financiarisé, et ce constat sur lequel je converge c'est vrai avec les gens qui portent cette industrie. Comme première promesse, c'est assez alléchant. Voilà. Et j'ai commencé, on va dire, à couvrir ce sujet de manière relativement agnostique, ce qui est de toute façon le regard que le journaliste est censé porter sur ces sujets. Mais très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un angle mort dans tout ça. C'est que je faisais le constat qu'on avait un sujet assez fascinant parce que situé au carrefour entre économie, technologie et politique, mais que ce regard sur précisément l'idéologie, les sous-bassements idéologiques de cette technologie étaient absents, en tout cas dans le champ médiatique français, où en fait le traitement de ces sujets crypto était globalement hyper reprenait tout le gospel produit par l'industrie pour s'auto-célébrer. Et c'était un traitement plutôt, un peu laudateur, de tout ça, parce que l'innovation, parce que le futur de la finance, parce que ci, parce que ça. Alors que moi, je commençais déjà à m'intéresser du côté des sources anglo-saxonnes sur quand même des regards beaucoup plus critiques sur cette industrie. Par ailleurs, cette dimension plus affirmée sur la critique, je pouvais pas vraiment la porter dans le cadre du média pour lequel je travaillais. D'accord. Et donc, voilà, le projet d'en faire un livre m'est apparu comme étant une bonne suite pour ma carrière. Et donc j'ai quitté l'ADN en juillet 2022 pour me lancer comme pigiste. Oui, c'est ça, j'ai noté que tu avais aussi écrit pour Le Monde, Pixel, les EcoStars, Tusbec, Erika et Numérama. Voilà, et ce qui m'a vraiment confirmé dans l'intention d'écrire le livre, c'est un reportage que je suis partie faire à Londres pour une conférence qui est le premier grand événement à rassembler les voix technocritiques et crypto-sceptiques du monde, entre guillemets. Alors, le monde étant globalement anglo-saxon, il y avait des Américains, des Britanniques, mais pas que. Et véritablement, c'est là que j'ai eu confirmation qu'il y avait effectivement des angles morts dans l'appréhension de cette industrie, des externalités négatives massives qui n'étaient pas présentées comme telles ni couvertes dans la presse française, et que j'ai pu entendre des gens
qu'on ne pouvait pas soupçonner de conflit d'intérêts puisqu'ils n'avaient pas de billes eux-mêmes dans l'industrie, des gens qui venaient des plus prestigieuses universités du monde, expliquaient à quel point, et sur différents angles, cette industrie était problématique. Okay. Et donc de couvrir cet événement en écoutant ce qui s'y est dit et en rencontrant ces personnalités, faut quand même savoir que c'est des gens qui sont énormément attaqués malgré leur légitimité. Leur légitimité académique pour la plupart, qui sont je le répète, c'est des gens d'Oxford, du MIT, de la London School of Economics, de toutes les grandes universités du monde. Mais je trouve que la légitimité académique a tendance à se perdre, rien qu'à voir. Ah mais clairement. Maintenant sur Twitter, t'as l'impression que tout le monde est au même niveau. C'est ça. John Doe et puis le PhD d'Oxford, quoi. Donc, sur un autre sujet, voir comment les économistes ont été traités pendant la réforme des retraites montre que la légitimité. Et donc voilà, tout ça m'a confirmé dans le fait qu'il y avait là énormément il y avait en tout cas un énorme déficit dans la presse française sur cette appréhension critique de l'écosystème des cryptos. Okay. Et potentiellement, du coup, plein de sujets à traiter par la suite, et que moi, j'avais peut-être finalement un boulevard pour justement apporter ce regard technocritique sur ce sujet, mais un regard qui peut se décliner sur d'autres problématiques technologiques. Très bien. Alors, avant qu'on parle un peu du contenu de ce livre, parce que je pense que j'ai beaucoup de mes auditeurs et auditrices qui seraient totalement d'accord avec toi, mais qui ignorent un peu de quoi on parle, et donc je pense leur faire un peu de vulgarisation peut aider. Je veux bien qu'on s'attaque un peu plus au processus d'écriture. Comment t'as développé ton écriture? À partir de quel moment tu t'es dit, ok, j'ai un livre, je me lance sur un livre? Est-ce que tu avais déjà écrit des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans le livre, ou vraiment tu t'as vu ce boulevard dont tu parlais, et tu t'es dit, faut que j'en fasse un livre, et à ce moment-là, tu as commencé à écrire? Et aussi, comment s'est trouvée la recherche et le fait de trouver un éditeur pour ce sujet qui, comme tu sembles le dire, était absolument pas abordé en France, aussi bien dans les médias que dans les maisons d'édition? Abordé de manière critique. Oui, non, bien sûr, abordé de manière critique, évidemment. Comme je t'ai dit, très tôt, j'ai forgé la conviction qu'il y avait, sur cette lecture politique du sujet technologique, un angle mort dans le discours français. Suite à ça, il y a eu ce reportage à Londres dont je disais que ça m'a confirmé dans le fait que je pouvais m'appuyer déjà sur des travaux existants, qu'ils soient académiques ou journalistiques, pour étayer ça. Et moi, j'avais, de par mes reportages pour Le Monde, tu l'as mentionné, mais aussi pour Les Échos et même à l'ADN, déjà beaucoup défriché le sujet en réalité. J'avais rencontré une bonne partie de l'industrie en France. Okay. J'avais une connaissance assez bonne de comment ça se passe aux États-Unis et en Angleterre. Je venais de rencontrer tout un panel de sources potentielles lors de cette conférence, et j'ai d'ailleurs profité de cette conférence pour mener le plus d'interviews possible avec des gens comme par exemple Molly White, qui est très médiatique aujourd'hui sur la critique des cryptos, une ingénieure américaine, ingénieure en sciences informatiques, qui est l'une des cryptocritiques les plus suivies. Elle a notamment un blog qui s'appelle Web3 is going great, it's just going great, où elle recense les échecs, les faillites, les fausses promesses de cette industrie. J'ai rencontré à cette occasion également Paris Marx, qui est un Canadien qui lui aussi a une lecture très critique des technologies. Et puis les personnes qui avaient organisé la conférence à Londres, qui toutes avaient des points de vue extrêmement articulés, forts, critiques sur cette industrie. J'ai aussi rencontré des journalistes américains. Je dois citer Jacob Silverman, qui écrit pour New Republic, notamment un journal de gauche aux États-Unis. Son acolyte étant Ben McKenzie, qui est un ancien acteur à succès de la série DOC. Alors bon, perso, j'ai jamais vu la série, mais apparemment c'est quand même une star aux États-Unis. Oui, le nom dit quelque chose, effectivement. Qui est devenu un crypto-critique de premier plan également. D'accord. Et ils vont sortir un bouquin là, au mois de juillet 2023 sur là aussi les échecs en gros de la crypto, revenir sur tous les scandales, les dynamiques de fraude, etc. Et des Britanniques aussi, je pense à David Gerard qui a écrit un super bouquin sur les faillites de la blockchain et à quel point cette technologie sert à R, mais qu'on la market comme étant la révolution du siècle. Oui, donc, je voulais l'aborder, mais vas-y, Juste pour citer ces noms, c'est que j'avais en fait des sources, je pouvais me référer à leurs travaux, j'avais en fait déjà une armature intellectuelle sur laquelle m'appuyer. Et je pense que mon livre est déjà en fait une grosse synthèse de l'existant en matière de recherche académique, et c'est ce qui m'a aidé à construire l'architecture. Et après, comment je l'ai construit, c'est que je me suis dit, je dois aborder dans ce livre
que je destine non pas aux puristes du Bitcoin et à ceux qui sont déjà dans l'industrie, mais au contraire, il faudrait essayer d'élargir un petit peu la connaissance de ce sujet au plus grand nombre. Donc, je dois aborder les grandes controverses de cette industrie, que ce soit la question écologique, la question autour du néocolonialisme dont cette industrie se fait le relais, la question politique évidemment avec cette idée de la porosité avec la matrice intellectuelle de l'extrême droite qui est un peu ma thèse, l'une des plus importantes. Donc ces grandes questions, je devais les articuler. Par ailleurs, je devais ne pas me corneriser dans une lecture techniciste d'un sujet qui est déjà perçu comme complexe, qu'il l'est. Bien sûr, oui. Et donc, en tant que journaliste, le gros du travail, c'était aussi comment je dois raconter des histoires à partir de ce sujet technique. C'est la raison pour laquelle je commence par un chapitre 1, volontairement, qui incarne un petit peu cette industrie technologique, un petit peu désossée, un petit peu sans corps. Au contraire, j'essaie de lui donner un corps en racontant les histoires de personnages fondateurs, en essayant d'établir une cartographie forcément approximative, mais de qui sont les gens qui achètent des cryptos. Donc là, c'était aussi dans la construction du livre assez important que de ne pas techniciser ou opacifier par une lecture technique un sujet qui est déjà un peu rebutant, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Donc tout mon travail après, mais ça c'est du travail journalistique, ça a été de travailler l'écriture. Et j'avais les idées assez claires finalement quand j'ai fait mon plan, donc j'ai fait un plan. Je suis allée solliciter mon éditeur avec une note d'intention chapitrée où je lui proposais 6 chapitres qui n'ont pas bougé. Suite à quoi, alors moi j'avais identifié Divergence parce que je connaissais un certain nombre des titres qu'ils ont sortis, que j'y voyais une jeune maison d'édition indépendante. Bon bah voilà, ça correspond, on en a parlé au début, un petit peu à à mon éthique personnelle, à mes valeurs, etc. Que sur ce livre, j'avais envie de me positionner aussi sur le plan politique. Oui. J'avais envie d'affirmer des idées sans en gommer la conflictualité. Donc voilà, je voulais affirmer une critique politique de l'industrie des cryptos. Et il m'est apparu que Divergence était une maison d'édition qui me correspondait, donc je les ai sollicités, ils m'ont répondu très vite, on s'est rencontrés, et puis suite à ça, ils m'ont demandé de faire un plan plus détaillé pour voir où est-ce que t'en étais dans ta réflexion. Voilà, donc là j'ai fait un gros plan détaillé, ce qui m'a demandé plusieurs semaines, et donc si tu veux, à l'issue de ça, ils ont dit ok, vas-y, go. Avec ce gros plan détaillé, j'avais déjà vraiment mes rails qui étaient posés. Et le travail d'écriture m'a demandé 6 mois. On était convenu de le sortir vite, ce qui, je pense, était un choix intelligent parce que je pense que là, l'année 2022 a été particulièrement rude dans l'industrie des cryptos. Et bien là, je pense que ça va continuer un petit peu dans cette dynamique. Et donc, il fallait sortir un livre vite. On va dire aux prémices de bouleversements peut-être majeurs. Il fallait le sortir maintenant. Puis, il fallait frapper un peu vite et fort. Oui, parce qu'il y a eu effectivement, c'était à la rentrée qu'il y a eu un scandale autour d'une plateforme. C'était en novembre 2022. En novembre 2022, ouais. Là, aujourd'hui, Binance est dans la tourmente. Donc, il se peut que, justement, l'ensemble de ces gros acteurs centralisés, bourses d'échange, qui sont quand même des points d'entrée et de sortie incontournables pour acheter des cryptos, les revendre, ça, c'est en train d'être totalement bouleversé. Notamment un sursaut de la part des régulateurs américains. Les États-Unis étant encore le plus gros du marché des cryptos. Donc, en fait, il fallait sortir le livre vite. Donc, j'ai eu 6 mois d'écriture, ce qui est... bien, c'est assez court quand même pour un essai, c'est un peu musclé, mais voilà. Donc en fait, j'ai commencé environ en octobre et j'ai terminé fin mars. Et le livre a paru fin mai. Ah oui, très rapide. Et alors du coup, je manque pas une occasion sur ce podcast parce qu'il y a une question, peut-être que tu tomberas dessus, qui sait, quelle est la passion que tu ne comprends pas chez les gens, que tu vois chez les gens et que tu ne comprends pas. Et moi, je ne manque pas une occasion de répondre les cryptos et les NFT surtout. Mais je pense que toutes les auditeurs et auditrices sont un peu comme moi assez réticents à cette technologie. Moi, un peu plus par l'observation des personnes qui s'intéressaient à ce genre de sujet, où je me disais, bon, ça n'a pas l'air d'être une si bonne chose, mais je veux bien qu'on fasse un peu une présentation de ce milieu-là et de quelques-unes de ces polémiques que tu abordes dans nos cryptos pour
inciter mes auditeurs et auditrices à aller se procurer le livre. Mais alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est que la blockchain et qu'est-ce que c'est qu'un NFT, vu que c'est quand même très lié? Alors, les crypto-actifs sont des reproductions numériques de valeur. Les gens qui ont inventé les cryptos l'ont fait dans le sillage de la crise bancaire et financière de 2008, même si je montre dans mon livre que ce n'est pas le seul marqueur historique pour comprendre l'émergence de cette industrie. On y reviendra peut-être, mais il faut aussi se replonger et remonter à la fin des années 80, et notamment à la naissance d'un mouvement qui s'appelle les cypherpunks, qui est un mouvement de cryptographes, d'ingénieurs informatiques, de geeks américains, qui, dès la fin des années 80, entre en lutte contre l'État américain au nom de valeurs comme la liberté numérique, contre la surveillance en ligne qui en est à ses prémices, contre des agences gouvernementales comme la NSA notamment, qui sont un petit peu les poissons pilotes de ces dynamiques de surveillance. Et ils trouvent très tôt dans la monnaie l'un des outils pour réaliser leur utopie politique, qui est de faire société en dehors de ces États. Et faire société en dehors des institutions traditionnelles qui agencent la vie publique collective. Ces cypherpunks sont les parrains de Bitcoin et de crypto. Donc c'est important juste de placer ce marqueur-là. Le deuxième marqueur, je viens de le dire, c'est la crise bancaire et financière de 2008, qui, par l'amplitude de la crise, les dégâts qu'elle inflige aux économies, pousse les États à intervenir pour renflouer certaines des grandes banques systémiques qui menacent de s'effondrer. D'ailleurs, Lehman Brothers s'est effondré aux États-Unis. Et si tu veux, cette crise bancaire financière majeure relégitime chez ces mêmes cypherpunks, chez ces mêmes geeks, cette ambition qu'il faut absolument trouver une alternative monétaire et financière à ce qui se fait alors, parce que le système vient de faire la preuve de son dysfonctionnement. Constat sur lequel j'ai envie d'être d'accord. En revanche, ce que je critique, moi, c'est l'alternative qu'il propose. Donc en fait, les crypto-monnaies naissent de ce désir de créer des formes de monnaie numériques, de s'appuyer sur les connaissances en matière de cybernétique, en informatique et en matière de nouvelles technologies, pour créer des monnaies qui ne soient pas dépendantes du contrôle étatique et qui ne soient pas dépendantes des institutions qui encadrent la monnaie traditionnellement, que sont les banques centrales. Mais il y a pas une petite contradiction avec justement ce dont parlait le scandale FTX et Binance, qui, tu disais, étaient les deux pôle incontournable d'entrée, ça fait des institutions, ça recentralise en fait. En fait, ce que mon livre montre, c'est à quel point cette industrie s'est construite sur des promesses extrêmement puissantes, des promesses qui ont une traction au sens de on va promettre aux gens une alternative, on va en plus leur dire, regardez, c'est arrimé à une technologie, cette fameuse blockchain, donc ce registre distribué public qui est donc, comme il est distribué, accessible à chacun et à chacune, et qu'il n'est pas opaque comme les registres traditionnels que l'on trouve au sein des banques commerciales, par exemple. Cette promesse technologique, cette idée qu'il faut réinventer la monnaie, tout ça, en fait, si tu veux, c'est des mythes dont l'évolution de l'industrie et ce qu'elle a fait de ses promesses, tout ça s'avère totalement faux et reposé sur du flanc pour la majorité des promesses. Donc, cette promesse de décentralisation est très largement fallacieuse. Et il y en a d'autres qui sont parfaitement fallacieuses, et c'est aussi l'objet du livre que de les déconstruire un peu une par une. Et donc, du coup, là, on vient d'évoquer un peu ce que sont les crypto-monnaies. Donc, c'est le principe, en fait, de monnaie qui serait numérique, qui serait indépendante des institutions qui l'encadrent traditionnellement. Donc, qui viendrait, si tu veux, dans l'idée, supprimer ces intermédiaires que sont les marchés bancaires et financiers, qui se trouvent être les entités que l'on trouve entre la création monétaire et les gens. C'est-à-dire que la banque centrale crée la monnaie, mais pour que toi, tu la trouves dans ton portefeuille ou sur ton compte en banque sous forme d'écriture, elle sera passée par des canaux, que sont les canaux bancaires et financiers. Donc, cette prétention d'effacer les intermédiaires qui, en soi, est compréhensible. Mais il y a aussi de manière très forte cette idée de résistance à la censure. Ce mot est très important parce qu'en fait, ne pas oublier que les cypherpunks sont dans une conception, il y a une très très forte rétivité vis-à-vis de la supervision et de l'action des États. Donc pour eux, toute forme d'intervention quasiment publique est assimilable à de la censure. Ou en tout cas, la perspective qu'un État puisse intervenir comme il l'a fait pendant la crise de 2008 pour renflouer des banques, ou alors pour saisir des comptes, ou alors pour s'opposer à des transactions, c'est, selon eux, l'incarnation qui a une force de coercition
très négative. Très négative. Assimilée comme négative de manière assez unilatérale d'ailleurs. Et ça, j'y reviens dans mon dernier chapitre. Et il y a également cette idée de plus de transparence grâce à la technologie, etc. Ça, c'est le projet des monnaies numériques, crypto-monnaies. Et il y a par ailleurs, sur ce socle-là, un certain nombre de conceptions politiques qui sont très très peu discutées comme telles, mais qui sont nativement intégrées dans le code de ces cryptoactifs, notamment Bitcoin. Et ces conceptions politiques, elles sont relatives à des principes économiques, comme par exemple l'idée que dans Bitcoin, il n'y aura que 21 millions d'unités, parce que la rigidité de la masse monétaire est un outil par essence déflationniste. Et comme aujourd'hui nous vivons dans un monde, et là je parle à la place des promoteurs des cryptos, qui est marqué par l'inflation, que eux interprètent comme étant la résultante d'une mauvaise action des banques centrales, qui font trop de création monétaire, eh bien eux ont dit on va créer un outil beaucoup plus rigide, beaucoup plus finalement sobre, qui ne met que 21 millions d'unités en circulation, parce que de fait, du coup, c'est un mécanisme économique, ça contrôlera, ça mettra sous contrôle l'inflation, et voire même ça aura plutôt une tendance déflationniste à long terme. Ça n'a pas l'air de beaucoup marcher, ça. Ça n'a pas l'air de beaucoup marcher d'une part, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout une lecture très très politisée de la question de l'inflation et de la création monétaire, qui est arrimée à une école de pensée, qui est l'école autrichienne d'économie. Donc des penseurs conservateurs sur le plan économique, c'est les Hayek, c'est les Mises et d'autres. Et donc en fait, les principes économiques essentiellement de Bitcoin sont ceux-là. Ce sont des principes économiques conservateurs, nés dans la tête d'économistes très libéraux du XXe siècle. C'est quelle époque, l'école autrichienne ? XXe siècle. XXe siècle. Mais avant ou après la Seconde Guerre mondiale Faut voir, la crise de 29. Hayek a eu un prix Nobel d'économie, mais je ne veux pas dire de conneries, et c'est dans les années 70. D'accord. Donc c'est le XXe siècle, c'est la deuxième partie du XXe Deuxième moitié, siècle. d'accord. Et d'ailleurs, il a eu un prix Nobel d'économie à un moment où l'inflation était forte, donc c'est... Bref. Donc voilà, il y a vraiment nativement dans le code ces principes-là économiques conservateurs qui sont intégrés, et dans lesquels se reconnaissaient d'ailleurs les cypherpunks. Ouais. Et par ailleurs, sur le plan beaucoup plus politique, il y a un certain nombre de discours que l'on retrouve, mais qui sont pas, c'est ça qui est assez étonnant, qui ne sont pas digérés et perçus comme étant très très politisés par ceux qui les rapportent des fois. Mais par exemple, cette vision très très unilatéralement problématique des États, comme si toute forme d'action publique coordonnée sous la forme d'un État, alors bien sûr qu'il y a différentes formes, bien sûr, et que je suis pas une étatiste forcenée. Néanmoins, dans le discours des partisans de la crypto, il y a cette idée que tout État est forcément problématique, coercitif, négatif, ce qui vient faire totalement l'impasse sur des formes d'action publique concertées, comme la redistribution, toutes les grandes institutions collectives qui ont pu être forgées, notamment après-guerre, la sécurité sociale, etc. Toute forme d'action publique est forcément une forme de castration de l'individu libre sur son marché qui va s'autoréguler et avec lequel il va pouvoir entrer en compétition avec d'autres individus. Ce qui me fait aller jusqu'au fait que la pensée politique déterminante pour comprendre les cryptos, c'est le libertarianisme, voire en son flanc le plus radical, l'anarcho-capitalisme. Donc une pensée qui procède, on va dire, du même noyau théorique, de la même matrice, et qui souhaite remplacer les institutions collectives par le marché, faire en sorte que les individus puissent librement consentir à passer des contrats entre eux, et que c'est cela qui va permettre d'administrer de manière plus efficace et vertueuse une société. D'accord. Le primat de l'individu sur le marché, remplacer l'État par le marché, détruire ou rendre à une portion extrêmement congrue toute forme d'institution collective, tout en ne questionnant pas trop le pouvoir des entreprises privées. Oui. Globalement, le libertarianisme et l'anarcho-capitalisme, c'est ça. D'accord. Sachant que l'anarcho-capitalisme est une ramification plus radicale encore que le libertarianisme politique, on va dire plus classique. Donc en fait, cette matrice-là, ce cyber-libertarianisme, puisqu'on a un libertarianisme politique qui a fait, mariage avec la tradition cybernétique des cypherpunks, c'est ça, en fait, l'espèce de matrice qui forge Bitcoin et les cryptos. Okay.
Je sais plus quelle était la question de départ. Fallait que j'explique des trucs. C'est ça, la question de départ, c'était qu'est-ce que c'est qu'une crypto, qu'est-ce que c'est qu'un NFT et qu'est-ce que la blockchain aussi, qui est donc la technologie qui semble garantir la sécurité de Bitcoin. Par exemple, tu vas certainement me reprendre, mais l'idée, c'est que ce soit inscrit donc dans un espèce de registre des transactions, qui est écrit à travers plusieurs serveurs dans le monde, ce qui empêche sa falsification. Et donc j'avais vu par exemple les quelques rares personnes critiques de crypto que j'avais pu lire à l'époque étaient, on va dire, critiques des crypto-monnaies et notamment de l'aspect spéculatif de Bitcoin, mais semblait dire que la blockchain en elle-même était une bonne idée et pouvait avoir des usages positifs. Et notamment, ils utilisaient l'idée de la sécurité sociale, d'une sécurité sociale qui serait inscrite dans la blockchain. Donc, je ne sais pas si tu veux reprendre ma définition de la blockchain dans un premier temps et nous dire si ça aussi c'est une promesse qui, comme pour le Bitcoin, s'avère tenir plus du flanc que du concret. Alors déjà, je vais commencer par répondre à la première question, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? Il y a deux manières de répondre à cette question. Une qui est consacrée par l'industrie, qui repose sur des termes strictement techniques. Une crypto-monnaie est la représentation numérique d'une valeur, sous forme numérique, sous forme de token ou de NFT. Ma lecture du sujet, c'est de dire que les cryptoactifs sont la réalisation d'un dessein politique qui est de réinventer la monnaie en dehors des États et des institutions collectives. D'accord. C'est un dessein politique qui est de la confier à des entreprises privées, de la blockchain, des entreprises technologiques, qui vont orchestrer cette institution sociale collective selon les termes du marché et du libertarianisme. Juste pour bien enfoncer le clou sur le fait que tout mon propos, moi, est de mettre au jour le politique derrière le technologique. Sur la question de la blockchain, nombre de spécialistes qui sont eux-mêmes des cryptographes et des pontes de leur discipline s'accordent pour dire que la blockchain est une solution aux recherches d'un problème. C'est-à-dire que c'est une technologie qui repose encore sur des promesses mirifiques, mais dont les cas d'usage à ce jour sont à peu près inexistants. D'accord. Et pour cela, si ça intéresse, je pense, les auditeurs et auditrices, il faut se rapporter aux travaux en français de Pablo Rossi, qui enseigne à l'université Paris 8, qui a démontré dans beaucoup d'articles un peu l'inanité de la promesse de la blockchain, à savoir que oui, pouvoir inscrire des informations de manière définitive et publique sur un registre, ça peut être intéressant, mais en vérité pas tant que ça, parce qu'on a déjà des outils qui permettent de le faire de manière efficace. Et qu'en fait, souvent, derrière cette problématique, en tout cas ce mot un petit peu tapageur, nimbé de son costume d'innovation technologique, donc de cool, donc de futur, donc de progrès, donc de souhaitable, se cache finalement un petit artefact qui ne fait pas tant la preuve de son intérêt. Et il y a d'ailleurs une littérature sans cesse plus importante qui tend à le démontrer de manière technique pour ceux que ça intéresse. Là où moi, je vais pas me lancer dans la démonstration parce que ce ne sont pas mes compétences. Mais je peux aussi renvoyer à un podcast très intéressant en anglais qui s'appelle The Rational Reminder. Ils ont fait toute une série sur les cryptos. C'était un podcast sur l'investissement financier. Et ils ont invité un prof de Berkeley, Nicholas Weaver, qui fait aussi une démonstration de l'inanité de cette technologie qui, au mieux, est inoffensive et au pire, consomme trop d'énergie pour rien faire d'intéressant. Oui. Il conclut en disant que la blockchain a certainement un cas d'usage, celui d'impressionner l'auditoire par son espèce de mystère technophile qui laisse entendre qu'on a là devant nous le futur, et donc permettre de rassembler des fonds, de lever des fonds pour soutenir X ou Y projet qui aurait le mot blockchain dedans, et qu'en cela, c'est redoutablement efficace. Ouais, ok, très bien. Et alors, pour clôturer cette présentation, on parlait des nombreuses polémiques qui entourent les cryptos. Alors oui, avant ça, je voulais qu'on revienne parce qu'on parle surtout de Bitcoin. Pour l'instant, on a surtout parlé de Bitcoin, mais je crois qu'il existe plus de 22 000 cryptoactifs. Plus de 22 000 cryptoactifs. Le deuxième plus connu étant probablement Ethereum. Ouais. Alors, quelles sont les différences, par exemple, entre Bitcoin et Ethereum? Et surtout, il y a vraiment aucun cryptoactif qui est moins qui
qui est moins pire, qui est moins une résurgente de ce projet politique dont tu parles? Alors, il en existe, je crois il y a par exemple un projet qui s'appelle June, que je connais pas assez pour en parler extensivement, mais qui, a priori, reposerait sur des principes intellectuels et techniques moins problématiques et toxiques que le reste des cryptoactifs. Quelles sont les différences entre Bitcoin et Ethereum? Il y a déjà une différence de statut, je dirais de manière qualitative, à savoir Bitcoin, c'est la première crypto, la plus robuste, celle qui est arrivée à proposer une mise en œuvre opérationnelle d'une petite décennie quand même de recherche sur les devises numériques, qui a synthétisé ça sous forme d'un papier, le fameux white paper, somme toute court et efficace et ingénieux dans la proposition technologique. Donc il y a cette espèce de prestige d'aura associé à Bitcoin comme la plus pure, la plus robuste des crypto-monnaies dans cet océan de shitcoin, comme disent eux-mêmes les promoteurs de cette industrie. Ethereum repose aussi sur un fonctionnement sensiblement différent. À ce jour, l'une des différences principales, c'est le protocole de création. En fait. L'Ethereum a réussi au mois de septembre 2022 une migration de protocole qui fait que cette blockchain est aujourd'hui 99% moins énergivore que Bitcoin, qui reste à ce jour une blockchain particulièrement énergivore. Et la création de Bitcoin repose sur la consommation d'énergie. Donc la différence principale à mon sens, c'est cela. Et par ailleurs, il y a des différences sur la dimension technique, la possibilité de réaliser des smart contracts sur la blockchain Ethereum et un certain nombre comme ça de caractéristiques. Et ce qu'on peut dire, c'est que une bonne partie des blockchains alternatives, des crypto-monnaies alternatives utilisent la blockchain Ethereum. Après, il y a d'autres blockchains, il y a Solana, Cardano, mais bon, là encore, elles ont chacune leurs caractéristiques. Solana étant réputée être scalable, donc permettant le passage à l'échelle sur les transactions, puisqu'à ce jour, une des apories principales de Bitcoin, c'est qu'il ne permet pas de faire beaucoup de transactions. Donc si on considère que c'est un système de paiement, ce que je considère être une promesse fallacieuse, on se rend compte qu'en fait, sur une blockchain comme Bitcoin, eh bien, tu peux faire 7 transactions par seconde, ce qui est relativement ridicule. Là où Visa, Mastercard, t'en as plusieurs milliers par seconde. Donc, ce qui invalide déjà la possibilité d'en faire un système de paiement généralisable à l'ensemble du monde. Donc voilà. Je pense qu'il y a des bars et des boîtes de nuit dans Paris qui, le samedi soir, font plus de 7 transactions à la seconde. Oui, bien sûr. Donc voilà pour sensiblement ces différentes blockchains. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une industrie, effectivement, qui a connu une inflation de création de cryptoactifs et on gravite autour de 20 000. 99% étant de la pure spéculation, du pur Ponzi game fait pour faire un effet de blast sur le marché en mode on arrive, on balance nos promesses, on ramasse du cash et on s'en va quoi. Et du coup je voulais finir cette partie du moins en abordant quelques-unes de ces polémiques. On a évoqué Binance et FTX, on peut revenir là-dessus. Tu as parlé de l'aspect extrêmement énergivore de Bitcoin, qui est probablement, j'ai l'impression, du moins dans la littérature française, l'une des rares critiques qu'on ait pu entendre en fait. Et encore, on dirait qu'elle Alors oui, on l'entend, mais c'est comme s'il y avait une forme de relativisme tout à fait de bonne aloi dans cette industrie qui semble évacuer cette question. Oui, ça consomme une énergie folle, mais bon, c'est tellement génial et révolutionnaire et trucs et bidules et blablabla que finalement la critique semble leur passer un petit peu au-dessus, mais moi ça me paraît être l'éléphant dans la pièce quand même. Ce qui invalide d'ailleurs toute forme de discours comme étant non mais Bitcoin est différent. Oui, mais en fait si tu as ne serait-ce que des micro-convictions écologiques, tu ne considères pas que cette externalité négative est si gigantesque que tu peux pas tolérer le reste. Parce que tu as une idée de la consommation d'une transaction Bitcoin ? Alors, les ordres de grandeur sont extrêmement approximatifs. J'explique aussi dans mon livre que c'est très difficile d'évaluer avec exactitude la consommation énergétique de Bitcoin, mais il y a des sites comme Diginomics qui, d'une part, font des ordres de grandeur et essaient de mesurer cette consommation, mais c'est colossal. Je voudrais pas donner des ordres de grandeur fallacieux, mais c'est vraiment extrêmement important pour, encore une fois, un actif financier spéculatif. C'est pas comme si on mettait du jus dans quelque chose qui rend un service à la société à ce jour.
Et alors justement, sur ce côté actif financier spéculatif et non pas qui ne permet pas vraiment d'acheter des choses, l'année dernière, au moment de l'éclatement de la guerre en Ukraine et de l'invasion par la Russie, on a vu, du moins moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, certains crypto enthousiastes dire que ça allait être l'événement qui allait démontrer l'utilité de Bitcoin. Je citerai pas son nom, mais il a été épinglé récemment pour le nombre de mythos qu'il pouvait sortir. Je veux savoir qui c'est. Oussama Hamar. Ah, d'accord. Alors lui, il a fini à Dubaï en mode multi-procès au cul. Mais voilà, qui semblait dire que avec l'absence d'argent en Ukraine et aussi en Russie, ça va être la preuve que Bitcoin peut servir à acheter des choses en fait et peut exister dans la vie du quotidien. Un cas d'usage, on va dire. Un cas d'usage, ouais. Qui plus est un cas d'usage extrêmement moral puisqu'il va servir à aider tous ces réfugiés palestiniens, libanais, ukrainiens. Donc ça, c'est vraiment le produit d'appel en termes d'argument marketing de la crypto-industrie qui fait par ailleurs feu de tout bois et de tous les conflits pour se marketer. Donc cette idée que parce qu'il est résistant à la censure, apatride, etc., le Bitcoin pourrait servir ces réfugiés dont la monnaie nationale ne vaut plus rien ou qui subissent des gouvernements autocratiques et des restrictions appliquées aux transactions bancaires dans leur pays. En réalité, il faut voir un petit peu, pour déconstruire un peu cet argument, faut se poser la question. Aujourd'hui, avoir des bitcoins quand on est ukrainien sur son compte en banque, mais ne pas pouvoir les retirer, soit parce qu'on n'a pas accès à une connexion Internet, soit parce que dans le pays d'arrivée, il va falloir passer par une bourse d'échange qui elle-même repose sur un fonctionnement hyper opaque, avec des frais de transaction élevés, qui, ça se trouve, n'est pas garante des liquidités qui peuvent être associées à mon nombre de bitcoins, et qui par ailleurs peut appliquer au moment de la conversion une censure si le gouvernement décide de placer son intérêt sur dite plateforme. Donc en fait, c'est pas si résistant à la censure que ça. Je veux dire, Edward Snowden, il est en Russie, il a beau avoir 1000 bitcoins sur son compte, s'il décide de les retirer à un moment dans un autre pays, il n'est pas garanti de trouver derrière de l'argent pour véritablement utiliser. Et de la même manière, si j'envoie 3 bitcoins à ma mamie au Liban, comment elle fait pour les retirer dans son pays ? Enfin, je veux dire, il y a très peu de garanties sur le fait que la plateforme en ligne qu'elle va utiliser ait les liquidités. Il va lui falloir une connexion Internet, il va lui falloir maîtriser un wallet, il va lui falloir avoir une clé. Si elle la perd, elle n'aura pas accès à son argent. Si elle fait la moindre erreur dans l'adresse à un moment, pareil, les fonds sont perdus. Donc en fait, ça reste très théorique, cette idée de Bitcoin comme agent de la circulation malgré l'obstruction politique. Parce qu'en fait, il y a plein de micro-barrières qui se recréent à l'entrée et à la sortie, si tu veux, pour avoir accès réellement derrière à de l'argent liquide et non pas devoir conserver éternellement ces 3 bitcoins que j'ai envoyés à ma mamie, parce qu'elle pourra les conserver à vie si elle le souhaite. Bien sûr. J'imagine qu'elle a plutôt envie d'avoir de la liquidité si elle est en difficulté. Donc en fait, il ne faut pas trop se laisser berner par ces discours-là. Moi, je pense qu'ils servent vraiment de paravent extrêmement séduisant pour justifier, encore une fois, la permanence de cette industrie. Et je voulais donc revenir, et je pense que ça va avoir un lien donc avec cette idée que Bitcoin fait feu de tout bois pour faire sa promotion et de tout conflit. Mais donc tu parlais dans les nombreuses polémiques que tu abordes dans ton livre de l'aspect néocolonial de Bitcoin. Si tu veux développer un peu plus, parce que c'est vrai que en tant que profane total et de personnes qui s'y intéressaient un peu loin et qui en même temps s'intéressent aux questions de néocolonialisme, notamment à l'heure où on parle avec avec ce qui se passe dans les banlieues et suite à l'assassinat de Naël. Bon, je m'intéresse aux questions néocoloniales, mais c'est vrai que au premier abord, je vois pas forcément le lien entre cryptoactifs, Bitcoin et projet néocolonialiste. Eh bien, le lien, il existe et il est caché, et il est astucieusement caché par cette industrie sous cette espèce d'inflation de discours qui tient à présenter Bitcoin comme, et les autres cryptos, mais majoritairement Bitcoin, le levier de l'émancipation des personnes du Sud global qui n'ont pas accès à un compte en banque. Et toutes ces régions du monde débancarisées, eh bien, Bitcoin serait cette espèce d'outil pour leur permettre de rejoindre la grande compétition mondiale économique et faciliter leur accès à des services bancaires desquels ils sont tenus exclus. Ça, c'est le discours canonique.
Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce support est dans les faits, en tout cas, cette technologie se fait aujourd'hui le relais de logiques extractivistes, néocoloniales, qui sont extrêmement problématiques et desquelles on devrait plus se préoccuper, à mon sens. Et c'est un sujet, je pense, c'est un vrai angle mort du débat. Et je vais expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a un pays dans le monde qui a adopté Bitcoin comme monnaie légale, c'est le Salvador. Oui. C'est pas pour rien que soit le Salvador qui a adopté Bitcoin comme encours légal. C'est un pays qui, comme globalement tous les pays qui se sont intéressés à cette technologie, a des caractéristiques particulières. C'est un petit pays qui ne possède pas de devise nationale et qui du coup, dont la monnaie principale est le dollar américain. Ok. Ce qui a son importance parce que c'est donc un pays qui n'a pas de souveraineté monétaire. C'est un pays qui a une économie en très grande difficulté, qui est donc déstabilisé sur le plan économique, mais c'est aussi un pays déstabilisé sur le plan politique, parce qu'il y a une histoire d'incurie politique, de corruption et d'affaiblissement des institutions politiques au Salvador très importante, qui est d'ailleurs le fait d'une partie de la gauche politique au pouvoir là-bas. Et c'est donc un pays qui, globalement, a des structures collectives, politiques, économiques faibles. Ça, ce sont des caractéristiques que l'on va retrouver de manière assez constante chez tous les pays qui se sont de près ou de loin intéressés aux cryptoactifs comme alternative. Ouais. Tu vas le retrouver au Venezuela, tu vas le retrouver dans certains archipels du Pacifique, et évidemment, tu le retrouves dans certains pays d'Afrique. Et aujourd'hui, les pays d'Afrique qui se sont intéressés au Bitcoin et aux cryptoactifs sont parmi les plus pauvres du continent. D'accord. Ceux où les structures politiques sont les plus faibles, ceux où les généralement et aussi les gouvernants sont les plus autoritaires, sont potentiellement les plus corruptibles, et donc ceux qui sont dans un état quand même de faiblesse. Okay. En fait, cette industrie de la crypto, dont les racines sont en Occident, aux États-Unis en partie, mais aussi en Europe, va choisir sur la carte du monde des zones fragiles, des zones où elle peut venir combler le vide institutionnel, politique et économique, en arrivant lestée de ses promesses de développement. On va vous apporter des emplois, on va vous libérer du joug du dollar, on va restaurer votre balance commerciale, vous allez retrouver une attractivité économique dans le monde, etc., etc. Et donc, ils vont cibler un petit peu, je pense, à dessein, ces zones grises du monde. Ouais. Le Salvador a été une des zones grises qui a été particulièrement ciblée, et pour cela, la crypto-industrie a pu compter sur l'appui et la déférence même de son président Nayib Bukele, qui donc a imposé Bitcoin comme encours légal au mois de septembre 2021, et qui est un peu devenu lui-même le produit d'appel de la crypto-industrie dans le monde. Il a imposé Bitcoin à sa population sans concertation. Oui, il se définit lui-même comme un dictateur cool d'ailleurs, et donc un dictateur cool qui s'est promené sur toutes les conférences Bitcoin du monde pour dire que voilà, le Salvador était ce nouvel État avant-gardiste qui allait propulser sa population dans l'avantage compétitif du fait de ce choix extrêmement habile et audacieux. En réalité, ce discours qui a été repris comme tel, en célébrant le Salvador comme cet État avant-gardiste, comme je le disais, a été vraiment non digéré et repris comme tel dans tous les médias du monde. Donc, énorme machine de propagande et de marketing. En réalité, la mise en œuvre opérationnelle a été extrêmement laborieuse sur place. Les gens, aujourd'hui, n'utilisent pas Bitcoin, continuent à utiliser du dollar et de l'argent liquide, qui reste un moyen patrimonial, efficace, simple, sûr de réaliser des transferts. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce sont des économies qui dépendent très très largement des transferts de fonds internationaux. Ce sont des pays où en fait il y a des très fortes diasporas qui sont installées dans d'autres zones du monde, en particulier aux États-Unis pour le Salvador, et que du coup, ce qui fait le PIB, c'est quasiment les transferts d'argent. Donc Bitcoin est arrivé en disant « Non mais nous, regardez, on fera payer moins de taxes, on est vachement simple pour faire des transferts d'argent ». En réalité, rien de tout ça est arrivé, et aujourd'hui, moins de 2% des transferts internationaux sont en Bitcoin. D'accord, oui. Par ailleurs... c'est assez faible pour une réussite. Voilà, c'est très faible pour une réussite. En fait, ce n'est pas une réussite, c'est un échec économique complet. Un échec économique qui a encore plus précarisé le pays, qui s'est lancé dans une politique d'apprentis sorciers, enfin le président en tout cas et ses ministres, d'émettre des obligations en Bitcoin pour financer la dette du pays. Donc des obligations qui sont basées sur un actif dont le cours peut s'effondrer ou réaugmenter toutes les 2 semaines. Pour financer la dette qu'il devait au Fonds monétaire international,
bien le président a réalisé des coupes budgétaires extrêmement importantes, et donc les premiers concernés par ces coupes, ce sont les services publics. Bien sûr. Donc il y a au Salvador des profs qui n'ont pas été payés depuis 4 mois, des hôpitaux qui n'ont pas le personnel, où il n'y a pas assez de lits, des routes dans un état déplorable, parce qu'en plus il y a des événements climatiques extrêmes régulièrement dans cette zone du monde. Donc on a en fait véritablement, eh bien, quand on se rend sur place, qu'on fait un certain nombre de journalistes, alors je ne l'ai pas fait, j'aimerais bien pouvoir le faire, mais d'autres l'ont fait pour moi, une réalité bien différente de celle des discours. Et le dernier point qui vient justifier cette analyse en termes néocoloniaux, c'est de se rendre compte que le président, pour réaliser ses desseins politiques liés à Bitcoin, a fait quasi-ministre des entrepreneurs américains de la blockchain. D'accord. Ah, oui. Vous avez une introduction dans la machine d'État publique d'entrepreneurs privés occidentaux, pour la plupart américains, qui eux-mêmes réalisent avec leur... En fait, si vous voulez, c'est une forme de décentralisation de l'administration publique à des boîtes privées américaines. Ouais, ok. C'est comme si vous aviez une gouvernance par des boîtes privées américaines d'un pays. Oui, ok. De fait. C'est ça qui me fait parler de néocolonialisme. Ce qui en soi, en plus, déjà un peu existé en Amérique du Sud pendant la guerre froide. Tout à fait. Donc c'est que la perpétuation de la remise au goût du jour et avec les technologies du jour d'un héritage effectivement impérialiste américain sur cette partie du continent. On peut penser au Chili dans les années 80 avec ce que Naomi Klein a décrit comme étant la stratégie du choc néolibéral. Là, on a peut-être la stratégie du choc blockchain au Salvador. Et donc voilà, c'est cette idée de pénétration de l'appareil d'État par des personnalités et des entreprises privées américaines sur un État du Sud qui me fait parler de néocolonialisme. Oui, d'accord. Et quelque chose qui se perpétue, comme je te dis, dans des zones grises du monde où les structures précisément publiques et collectives sont faibles. Ok, très bien. Et alors, dernière question vraiment pour le coup avant qu'on passe au cœur du podcast quand même. Et peut-être que pour le coup la réponse va être très courte parce que je pense qu'il y a énormément d'autres choses à aborder, mais pour ça lisez le livre. Mais est-ce que tu as déjà une idée de comment les choses vont évoluer et de l'avenir de Bitcoin et des cryptoactifs, pas forcément à court terme mais à moyen et long terme? Alors je pense déjà que c'est pas une industrie qui va disparaître, c'est une industrie qui est en train d'être durablement, elle est elle-même soumise à un choc régulatoire cette fois-ci, à savoir que les autorités américaines en particulier sont en train de très fortement attaquer les grandes bourses d'échange, notamment Coinbase, qui est une bourse d'échange importante aux États-Unis, et aussi Binance, qui est une bourse d'échange apatride éminemment problématique, qui a été ciblée par tout un tas d'enquêtes, notamment du média Reuters, pour son aveuglement volontaire quant aux opérations illégales qu'elle laissait advenir. Donc Binance qui finance le terrorisme, le blanchiment d'argent, la fraude financière sous toutes ses formes, etc. Donc elle commence à être véritablement dans le collimateur, cette plateforme, qui est aujourd'hui l'acteur principal au niveau mondial. Okay. Donc je pense que ce qui peut arriver dans les mois à venir, et ce qui va arriver, je pense, c'est une forme de très gros choc sur ces acteurs indispensables que sont les bourses d'échange centralisées. Donc lesquels survivront, lesquels disparaîtront, je peux pas me prononcer. Mais il va certainement en avoir, il y en aura qui vont sauter. Ok. Je pense qu'il y aura forcément aussi une forme de resserrement autour des actifs mères, on va dire, de l'industrie, Bitcoin, Ethereum, etc., que beaucoup d'acteurs vont disparaître. Je ne pense pas que Bitcoin disparaîtra en tant que tel. La question se pose lorsqu'on va s'approcher des fameuses 21 millions d'unités créées, que se passera-t-il? Alors, il y a un début de réponse technique à cette question, mais je suis pas en mesure de le formuler. Okay. Donc, j'y reviendrai quand je serai en capacité de le faire. Mais c'est un marché qui va durablement se transformer. Je ne dois pas donner de conseils financiers, mais si parmi les auditeurs et auditrices, certains ont de l'argent sur les plateformes, Binance, Kraken, Coinbase, toutes les autres, retirez-le maintenant. Ok, très bien. Parce qu'on aura une succession. Je pense que ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est que la structure l'absence de structure mais ce qui s'est passé à l'occasion d'FTX, les prochains mois vont nous montrer qu'on peut se passer la même chose sur les autres plateformes. C'était pas événement isolé. Non. À savoir que le fait que ces plateformes-là n'aient pas de liquidité derrière pour véritablement ce que les gens récupèrent l'argent qu'ils pensent avoir,
et qu'ils ont fait des espèces de micmacs financiers pas possibles à partir de tokens qu'ils ont inventés la veille, c'est probablement ce qui risque de se produire. Ok. Donc, je pense qu'il y a un risque systémique majeur de perte en capital pour les petits investisseurs. Et si je devais formuler une recommandation, ce serait fuyez maintenant. Ou mettez vos bitcoins sur un hard wallet quelconque et puis retirez ça des bourses d'échange. Quoi. Ok, très bien. Mais écoute, déjà, merci pour cette présentation. On va même passer aux questions de la boîte. Peut-être qu'on réabordera le sujet avec ces questions-là. La première question va donc être, as-tu une addiction ? J'en ai plusieurs. Des plus avouables que d'autres. Tu avoues celle que tu as envie d'avouer. Laisse-moi réfléchir. En ce moment, je suis pas mal addict à la romance. À la romance ? C'est-à-dire les livres de amoureuse. romance ? Non. Ah, ok. Amoureuse. D'accord. Réel. Très bien. C'est une bonne addiction, non ? Pas toujours. Pas toujours ? Alors, quel est le pire défaut à tes yeux et celui que tu pardonnes le plus facilement ? Le pire défaut, c'est le manque d'honnêteté. Celui que je pardonne facilement... Je suis assez intransigeante. Laisse-moi réfléchir. Être en retard. Ok, le fait de ne pas être très ponctuel. Mais alors pourquoi le manque d'honnêteté ? Parce que je suis quelqu'un de très droit et que j'aime quand on est honnête, tout simplement. Ok. Et que j'estime avoir suffisamment de retours sur moi-même pour accepter qu'on me dise des choses, ou voire même que la personne en face les reçoive. Et que ça et la lâcheté, le manque de courage, ouais, ça me crispe. C'est vraiment un truc qui te crispe. Et à contrario, est-ce que toi-même tu n'es pas très ponctuel ou t'es extrêmement ponctuel, mais c'est quand même quelque chose que tu acceptes. Je peux faire avec. Ah oui, on reste quand même sur du je peux faire avec. Non, ça va me saouler de ouf, mais c'est pas le pire, quoi. Mais tu coupes pas une amitié parce que la personne est arrivée en retard 3 fois de suite. Écoute, ça, on va peut-être revenir sur le sujet qu'on vient de longuement aborder. Quelle découverte pourrait changer le cours de l'humanité selon toi ? Apprendre à être sobre. Ok. Pas d'alcool, je pense. Je parle pas d'alcool, je parle de collectivement réaliser qu'on peut faire, que l'on doit faire avec moins. Ok. Mais ouais, donc ça rentre dans le cadre de la découverte pour toi. Découvrir qu'on peut faire avec moins et que c'est pas une privation, une amputation d'une partie de soi. Désapprendre la consommation, désapprendre la civilisation du jetable, désapprendre les courbes exponentielles de croissance, désapprendre bien ce qui nous met dans un cycle de perpétuation d'une forme d'intempérance vis-à-vis des limites planétaires. Très bien. Et humaines. Ouais. Et est-ce que tu aurais une idée d'un truc qui pourrait changer le cours de l'humanité, mais en mal ? Une découverte qui pourrait changer le cours de l'humanité, mais en mal ? Je crois qu'il y en a déjà plein. Ouais. Les milliardaires de la tech qui veulent nous envoyer sur Mars et qui refusent de voir les problèmes devant eux. Qui refusent de voir la réalité des problèmes sociétaux, à savoir la question écologique, la question des inégalités sociales. Je sais pas, les lanceurs de LBD me paraissent être des très mauvaises technologies qui font évoluer la civilisation en mal. Bon, il y en a plein déjà sous nos yeux. Pas la peine d'en inventer d'autres. Si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie à un âge donné, lequel choisirais-tu ? Point trop vieux, mais point trop jeune non plus. 90, c'est bien. 90 ? C'est déjà... En fait, je veux pas être dans la déchéance physique ni mentale. Je pense que c'est le pire. Donc, je me donne jusqu'à 90 ans. Ok. Parce que Après, tu commences à être dans la dépendance et il y a une forme de pente qui commence à s'affirmer en mode toboggan vers la mort, quoi. Ouais. Même avant, non ? Ouais, mais à 90 ans, c'est la limite. Avant, c'est gérable. Ok. Alors, tu es plutôt pessimiste ou optimiste ? J'ai envie de faire un truc claqué au sol, mais... Réaliste ?
Pessimisme de la raison, optimiste de la volonté, comme disait Antonio Gramsci. Antonio, je vois pas qui c'est. Gramsci, c'est un philosophe italien Ok. antifasciste qui a écrit depuis sa prison des carnets importants. Ok, d'accord. Mais donc vas-y. Je crois que je l'ai même pas bien cité, je suis désolée Antonio. Développe. Donc c'est pessimiste de la réalité. Pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Ça veut dire en gros être lucide quant aux multiples problématiques du monde et de l'humanité, mais être résolument tourné vers le fait de penser et d'agir en direction d'un changement vertueux. Ok. Ah, c'est plutôt. Je trouve ça plutôt positif comme réponse à la à la question. Alors on va un peu, je pense, réaborder tes premières activités en tant que journaliste. Quelle est la musique que tu peux écouter sans te lasser? Et tu ne me répondras pas la noise, parce que personne ne peut écouter de la noise sans se lasser. Bah, la noise, je la préfère clairement en live que dans mon casque. Ouais. Sans me lasser. Bah, en fait, moi, je suis assez éclectique. J'écoute beaucoup de musique et beaucoup de musiques différentes. En ce moment, j'écoute beaucoup de rap. Ok. Mais je peux m'en lasser. Oui. T'écoutes quoi en rap? Écoute, j'écoute plein de jeunes rappeurs émo qui mettent max d'autotune sur leur voix. Donc toute une scène issue des Beaux-Arts notamment, je pense à Mort Fatigue, j'aime beaucoup, un rappeur. J'écoute une rappeuse qui s'appelle Assinine, que j'aime beaucoup, qui rappe en français. Là j'ai découvert un gars qui s'appelle Dilly, D-E-E-L-E-E, qui a fait une mixtape très bien aussi. Et en fait j'écoute beaucoup de rap, j'écoute cette émission chambée sur NTS qui s'appelle Gelato. Ok, ouais. Et c'est un Français qui sélectionne tous les nouveaux sons rap français. Et globalement, je trouve que le rap est un des styles de musique les plus intéressants en ce moment. Avec plein de types. J'aime beaucoup aussi Angsty Time Boys Revenge. Ok, ouais. De français, tu vois? Ça me dit quelque chose, ça, ouais. Et des deux, j'aime beaucoup Wasting Shit, qui est aussi en français. Après, j'aime aussi beaucoup la musique électronique d'influence années 80, New Wave, Post-Punk, EBM. Et j'écoute beaucoup d'Italo Disco adapté au dance floor. Et en ce moment, je ne me lasse pas du remix de Pablo Bozzi de la chanson Bande Organisée. Ok, d'accord. Qui est sauvage et genre archi nimp. Il a fait un remix italo de ce son. Ok. Ça doit être c'est assez mythique. Moi, j'ai vu le remix, si Beyoncé l'avait remixé à son entrée, lors de son entrée en scène, lors de son concert à Marseille. Mais j'ai réécouté ça, du coup. Parce que... Et sans me lasser, sinon... Allez, je dis un truc de vieux, mais Alain Bachung. Ok, très bien. Mais ouais, parce qu'on a parlé de comment t'as commencé à écrire dans The Drone et également, on l'a pas évoqué, mais dans Vice aussi... Ouais, aussi à l'époque, mais comment t'as construit et t'as développé ton rapport à la musique avant ça pour avoir envie d'écrire sur la musique? Eh bien, ce qui a nourri mon intérêt pour la musique, c'était aussi d'associer la forme musique à quelque chose de plus large de l'ordre de l'histoire sociale et politique. Donc, tout type de musique, et notamment les musiques, on va dire, contestataires, le punk, ont une ascendance politique. Le punk est né en partie en Jamaïque, sont d'ailleurs, pour le rock'n'roll aussi, les principales musiques comme ça ont été créées par des Noirs, hein, on ne le dit pas assez souvent. Le punk aussi, le ska, etc. Donc de m'intéresser à cette espèce d'approche cultural studies, on va dire, de la musique, a beaucoup nourri mon intérêt. Et puis, je pense que moi, naturellement, je me suis toujours intéressée, donc beaucoup le punk quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de métal aussi, de néo-métal notamment. Et après... plutôt Deftones ou Limp Bizkit? Alors moi, j'étais très plémo, j'étais en France, quoi. Ah ouais, t'étais en France. J'étais plémo, moi, à Donf. On va donc arrêter cet épisode maintenant. Comment? On va donc arrêter cet épisode maintenant. En face de moi, j'ai un métalleux aux cheveux longs qui est vraiment atterré. Bon, j'avais 14 ans. Oui, non mais... Le premier album de Playmo est vachement bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je suis d'accord. Donc ouais, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique, on va dire, aux marges. Et puis après, je crois que je suis arrivée quand même sur la musique électronique.
Puis j'ai digué plein de trucs et je me suis passionnée pour le versant industriel de la musique électronique. Ok, ouais. Donc avec les découvertes notamment fondatrices pour moi de Coil, Throbbing Gristle, Chris & Cosy, qui sont encore pour moi vraiment des gros marqueurs de mon esthétique musicale, que je joue toujours d'ailleurs. Ok. Est-ce que tu mixes ? Ouais. Ok. Coil, quand même, grosse claque quand j'ai découvert ce groupe. Donc j'ai beaucoup digué sur l'aspect industriel. Après, j'ai viré sur... mais en parallèle, tout ça, hein, c'est des trucs en parallèle, quoi. Bien sûr. Sur toutes les années 80, le post-punk. J'ai beaucoup écouté de post-punk, de shoegaze, toutes les déclinaisons wave, dark wave à mort aussi. Qui sont toujours, en termes de dance floor, des choses que je mobilise aussi. Et je continue de diguer dans cette direction, mais aussi pas mal de rap aujourd'hui. Ok. Et puis j'ai eu ma grosse phase quand même musique XP, parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans les lives de noise et de trucs où tu peux clairement dresser ton petit paysage mental et voir des trucs dans ta tête. Donc j'aime bien ça, et puis j'aime bien l'espèce de radicalité de ce geste aussi de la noise. Un des concerts les plus ouf que j'ai fait, c'est Vomir. Vomir, qui est un Français qui fait du Harsh Noise Wall. Oui, il est pas signé chez Crooks. Je sais plus. Je me sais demande pas. s'il est pas signé chez Crooks Records, qui est un... J'ai vu ça, genre, on devait être en 2016, dans un festival qui s'appelle le Tapette Fest. Oui, qui est un festival plus ou moins itinérant, je crois. Ouais, alors je crois que ça existe plus trop, mais... Qui était, qui rassemblait la fine fleur de la création, on va dire, bruitiste, noise / alter française. Et ouais, donc ils distribuaient des sacs plastiques, on devait se mettre ça, et là, mur de noise, quoi. J'avoue, c'était assez ouf. Merzbo aussi, les Japonais. Ouais. Merzbo, Keiji Aino, c'est des choses quand même assez ouf. Mais du coup, j'ignorais totalement que tu mixais, même si, bon, je suis pas non plus... Mixe pas du Merzbo. Je suis pas non plus totalement surpris. Mais, et sur le versant musique aussi... vu que quand on s'était rencontrés la première fois, tu étais intervenue en tant que programmatrice musicale. Coprogrammatrice musicale du festival Comme Nous Brûlons. Comment t'abordais la programmation de Comme Nous Brûlons ? Comment tu faisais tes choix ? Est-ce que tu diguais beaucoup avant ? Ou est-ce que c'était aussi beaucoup en fonction de tes goûts et de ce que tu connaissais déjà ? Donc déjà, on était plusieurs et je pense que chacune on ramenait une sensibilité différente et on se faisait des grandes réunions d'écoute au cours desquelles on composait la programmation. Et donc chacune avait un peu ses influences. Et donc c'était hyper collaboratif et on faisait un genre de patchwork que nous on jugeait cohérent. Ouais. Pour composer la programmation Comme Nous Brûlons. Donc moi, je venais plus avec des références XP, type Mariachi, qu'on avait fait jouer, Meryl Amp, Claire Gapen, Terrine. Moi, c'était plus un peu mon angle, on va dire, ou ma sensibilité. Et quand d'autres on proposait plus des groupes de genre plus rock, punk, ou des artistes comme Misketa. Je crois qu'on était les premières à faire jouer Misketa, qui est une italienne assez déglingue aussi en live. Donc en fait, chacune avait sa spécialité. Et puis on avait aussi des trucs DJ clubbing. Ok, oui. Pas mal de DJ qui jouaient du hardcore d'ailleurs. Plus de 150 BPM. Ou entre 140 et 160. 160, ouais. Donc chacune venait avec sa sensibilité et on composait cette espèce d'assemblage. Ok. Es-tu rancunière ? Ouais, je crois. Ok. Désolée. Non, ça va. En fait, je peux être rancunière si j'ai perçu de l'injustice. Ok. Si c'est réglé, ça va. Ok, d'accord. Mais si quelqu'un est malhonnête avec toi... Voilà, mais tout est lié à ma conception assez rigoriste de l'honnêteté entre les gens. Très bien. J'espère que je ne ferai pas d'erreur du coup en publiant cet épisode et en choisissant mes extraits pour le mettre. A priori, je fais confiance aujourd'hui. Ah. Bah écoute, c'est un peu... on a déjà un peu abordé la question. Si tu pouvais garder jusqu'à 90 ans, le corps ou l'esprit de tes 30 ans, lequel des deux choisirais-tu ? Oh, l'esprit. L'esprit ? Oui. Ok. Pourquoi ? Parce que le corps, c'est une enveloppe. Enfin, déjà, ça peut se travailler. Non, l'esprit, c'est ce qui est important.
Ouais. L'éthique, la curiosité, et puis tout ce qu'on construit. Bon, en même temps, c'est vrai qu'à 90 ans, t'as plus de sagesse et plus de connaissances. Ouais, et l'esprit, ça peut se conserver aussi. Ouais, mais ça se perd à 90 ans aussi. Mais l'esprit des 30 ans, il est un peu aventureux quand même. Il est encore un peu aventureux. Donc, pour conserver un goût de l'aventure, Ouais, clairement. tu choisis. As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière? Ouais. On en a tous, je crois. Oui. Une cicatrice. Laisse-moi réfléchir. Vas-y. J'ai beaucoup de cicatrices. J'ai beaucoup de tatouages, mais des cicatrices. Hein. Mais j'ai déjà quelqu'un qui m'a répondu à cette question. Oui, mes tatouages, parce que les tatouages sont des cicatrices techniquement. Techniquement, ouais, c'est vrai. Ouais, mon tatouage en cyrillique sur le bras gauche, dont je ne révélerai pas le sens, mais on me demande régulièrement et je réponds, il y a marqué pizza 4 fromages. D'accord, très bien. Parce que tu développes une passion particulière pour les pizzas 4 fromages? Voilà, j'adore. Ça marche. Je peux comprendre que on décide de se faire tatouer ça en cyrillique, du coup, histoire de créer un peu de mystère. Puis, au moins, si t'es perdu dans le métro. Non, mais si t'es perdu dans l'Oural, par exemple, pour un reportage que t'as faim et que tu sais pas quoi dire et les personnes en face de toi ne savent pas parler anglais, tu peux toujours montrer ton tatouage et on te servira une pizza 4 fromages. Ça peut avoir son utilité. Alors peut-être qu'on va réaborder le sujet des cryptos là, ou peut-être pas du tout. Qu'est-ce qui selon toi est légal maintenant et ne le sera plus dans 20 ans? J'aurais envie de formuler une réponse qui soit un petit peu dans les clous de ce qui se passe actuellement, mais je pense qu'on est dans un mouvement réactionnaire coercitif de la part de certaines institutions policières, voire même étatiques, via la surveillance en ligne. Donc peut-être que être anonyme sera plus possible dans 20 ans. Sauf à vraiment s'extraire de tous les appendices technologiques qui nous entourent. Mais après, est-ce que l'anonymat, le fait d'être anonyme, est-ce que l'anonymat est pas quelque chose de relativement récent, vu qu'on est anonyme sur Internet, mais... Bah non, avant, il n'y avait pas de recensement. Enfin, je veux dire, pendant des siècles, il n'y a pas eu de recensement. Il n'y avait pas une cartographie systématique de la population. Alors aujourd'hui, avec les outils numériques, c'est encore pire. Mais je pense qu'il y a de plus en plus une aggravation des phénomènes de surveillance, quoi. Et en ça, je rejoins en partie les cypherpunks sur le constat qu'ils dressent. Même si eux le font avec une forme de radicalité quant à l'action publique et l'action de l'État que je trouve beaucoup trop politisée à droite, quoi, pour être super raccord. Mais ils ont quand même été très prescients sur la question de la surveillance à la fin des années 80. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, reconnaissance faciale, enfin, je veux dire, je sais plus quel militant écologiste s'est fait gauler parce qu'en fait, les flics avaient mis en place une technique de reconnaissance faciale à Sainte-Soline. Oui. Donc quand je vois ça, je suis quand même assez inquiète. Ouais. Puis la possibilité aussi de manifester peut-être. Enfin, on est quand même dans un tournant inquiétant vis-à-vis des libertés publiques et surtout vis-à-vis de l'expression de la colère ou de l'antagonisme en fait. C'est très rassurant comme vision de l'évolution de notre société. Alors, peut-être qu'on va reparler d'honnêteté. Quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens? Waouh, c'est psycho ton truc. Ça peut l'être. Je suis attentive à... j'essaie de percevoir leur socle de valeurs à travers ce qu'ils racontent et peut-être leur affiliation politique. Ce qui est relativement aisé, pas toujours, mais souvent on peut quand même... Il y a des traces dans le discours. Et ensuite, je suis attentive à la manière avec laquelle ils considèrent leur interlocuteur ou leur interlocutrice. Ouais. Et à ce qui pourrait transparaître
d'émotions négatives, de condescendance, de mépris, de disqualification. Après, est-ce que la condescendance, le mépris, c'est pas plus des attitudes négatives que des émotions négatives? Oui, des attitudes, ouais. C'est-à-dire que, ouais, il existe des personnes qui sont très peu attentives aux autres dès lors qu'il y a une situation de hiérarchie de classe. Ou donc j'ai tendance à être très négativement, à considérer assez négativement ce type de personnalité. Oui. Que bizarrement, on retrouve beaucoup chez les crypto-enthousiastes. Ils sont particulièrement sûrs de leur élitisme et de leur intelligence lumineuse. Est-ce que tu as quand même... Oui, je voulais poser cette question. Est-ce que tu as... Parce que donc tu nous as dit en partie, dans les points de départ, il y avait assisté à cette grande conférence à Londres de crypto-sceptiques. Est-ce que tu as quand même validé dans une intention que j'avais déjà. Ouais. Qui a validé cette intention que tu avais déjà. Est-ce que pour le livre, t'es quand même parti à la rencontre de crypto-enthousiastes pour les interroger? Est-ce que tu en as quand même croisé qui semblaient être... je vais pas dire intelligent, parce que ce serait vraiment un peu méprisant, et l'intelligence n'est pas toujours bonne, mais de bonne foi et... Bien sûr. Alors, déjà, moi, je fais pas du tout le portrait des crypto-enthousiastes comme des gros débiles. Hein. Okay. Je fais dans mon premier chapitre une espèce de galaxie de portraits qui insiste bien sur le caractère hétérogène de ces communautés qui sont en tout point antagonistes à certains égards. On peut croiser des traders en costume 3 pièces et des quasi-gilets jaunes. On peut croiser des militants de la gauche radicale et des libertariens forcenés. Donc il y a quand même une cartographie qui n'est pas du tout explicite parmi les gens qui ont de la crypto. Et ça, je veux vraiment insister sur... je ne sais pas du tout d'homogénéiser ni les intentions, ni les profils. Et par ailleurs, j'ai croisé de très grands nihilistes et de très grands cyniques comme des gens de bonne foi. Et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, en fait. C'est qu'en fait, aujourd'hui, les nihilistes et les cyniques, on les trouve principalement chez ceux qui ont déjà investi avant les autres, qui sont dans une démarche de conservation du capital et qui, donc, de fait, pour préserver ce capital, vont tout faire pour diffuser des messages contre promesses mirifiques de l'industrie, mais aussi recruter sans cesse de nouvelles personnes parce que c'est une économie de type pyramidal dont la base repose sur le fait de faire affluer constamment le capital pour permettre à ses premiers de cash out. Okay. Et chez les derniers arrivés, on trouve les gens de bonne foi. Ces gens de bonne foi qui sont sincèrement, d'une part, touchés par la crise économique qu'on vit toutes et tous, bien sûr, ouais. Victimes de l'inflation, qui ont envie d'arrimer leur destin économique à des perspectives plus reluisantes, en toute bonne foi et en toute légitimité. Et j'ai envie de dire, je comprends tout ça. Et on leur présente les cryptos comme le moyen d'y parvenir. On trouve aussi dans ces populations des plus jeunes, ou pas que, des moins jeunes, attirés par les perspectives d'un enrichissement rapide, sans travail, dans un contexte économique sinistré. Ceux-là aussi sont peut-être de bonne foi dans leur volonté de se sortir de la merde, entre guillemets, pour être vulgaire. Et on leur donne, là encore, l'idée que Bitcoin et les cryptos vont leur permettre de faire ça. Donc, il y a de la bonne foi chez ces gens. Là où moi, je tire à boulet rouge, c'est pas tant sur eux que sur les architectes de ce système, qui, en tout cynisme, pour la plupart, vont sacrifier les derniers entrants, qui sont la base de la pyramide, au nom de la préservation de leurs intérêts économiques. D'accord. Y a-t-il un sujet de conversation un peu absurde que tu aimes lancer dans les soirées? Un peu absurde? Un peu absurde. Moi, je suis assez sérieuse. Un peu absurde. Je sais pas où est-ce qu'on place l'absurde. On va boire des coups? Commençons par, y a-t-il un sujet de conversation que tu aimes lancer dans les soirées? Ah non, a priori, c'est quand tu es déjà en train de boire des coups. Ah bah j'aime bien parler de politique, sinon... Non, je sais pas là. Et comment tu lances la conversation politique? Tu poses une question ou tu fais une affirmation? Ah non, moi je pars en tirade. Je pars en diatribe. Penses-tu être de bons conseils? Oh, je crois que oui, quand même. Ouais.
Ouais, globalement. Est-ce qu'on vient souvent te voir pour des conseils? Parfois, oui, parfois. Qu'est-ce qui te manque dans le fait de ne plus être enfant? Ah, l'insouciance. L'absence d'anxiété. Ouais. Et la non-maîtrise des conventions sociales qui, de fait, te corsettent. Ok. Parce que tu te sens très corseté par les conventions sociales. J'essaie quand même de les subvertir, mais elles existent, quoi. Ouais. En tant qu'adulte, c'est un peu difficile de se mettre toute nue, comme ma fille fait des fois devant des cercles d'adultes. En courant avec sur la tête une couronne avec des plumes. Je comprends que tu puisses envier ça. Ça a l'air assez sympathique comme activité. Te détaches-tu facilement du physique pour connaître quelqu'un? Ouais. Bon, on va pas se mentir, je regarde aussi l'enveloppe, hein, mais... Non, je suis plutôt attirée par les cerveaux, moi. Ouais. Et t'as pas le sentiment que Enfin, l'impression, moi, c'est ce que je réponds en général, que le cerveau se voit sur le physique. C'est-à-dire que... Vas-y, développe. Je trouve que l'intelligence se répercute sur le physique des gens. Tu sais qu'il y a des gens très beaux et très cons? Justement, les gens que je trouve beaux sont rarement cons. Ah oui, d'accord, oui, parce que tu les perçois positivement par ce qu'ils racontent et tout. Ouais. Il y a... Ouais, même... Non, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Même avant même de parler avec eux, aussi beaucoup les yeux, en fait. Ce qu'il y a dans les yeux des gens, je trouve que tu peux sentir l'étincelle de curiosité ou d'intelligence dans les yeux de quelqu'un, comme tu peux sentir que... on va pas parler très longtemps, toi et moi, parce que... Non, je te rejoins. Mais globalement, j'aime bien les cerveaux, quand même. Oui, non, je suis pas en train de dire je ne veux que des amis beaux dans mon entourage. Hein, il se trouve que mes amis sont tous beaux, parce que tous intelligents. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies mangée par politesse? Parlons de convention sociale. La plus bizarre. Alors, c'était pas bizarre, mais c'était vraiment dégueulasse. Ça marche aussi. Un mec en date, quand j'étais étudiante aux États-Unis, m'a voulu me faire manger le plat qu'il mangeait dans son état, un état plutôt rural. Et c'était une espèce de bouillie de maïs infâme. Okay. Et lui me disait corn, je sais pas quoi. Et il me disait putain, ça, j'en mange tous les matins, je trouve ça si bon et tout. C'était juste infâme. Dégueulasse. Ouais, c'est le cornbread ou corn porridge, un truc dans le genre. C'est une bouillie de maïs chaude, dégueulasse, avec du lait dedans. Est-ce que t'as étudié où aux États-Unis? À Berkeley, en Californie. Ok, pas mal. Grâce à Sciences Po. Quelle est la fois où tu t'es le plus trompé à propos de quelqu'un, en bien ou en mal? Souvent au travail, on entretient des rapports factices. Et t'es obligé d'être dans une forme de bonne humeur de circonstance et de maintien d'une forme de paix sociale. Et donc de prétendre. Et moi, ça me coûtait beaucoup. Donc c'est plutôt dans des circonstances de travail que je me suis sentie en difficulté par rapport à certaines personnalités. Mais bon, je vais pas expliquer qui, quoi, quand, tu vois. Oui. Ces personnes pourraient écouter l'épisode. Écoute, on va parler... peut-être, oui, enfin, pas forcément. As-tu déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? Les cryptos, c'est un exemple. Hein. Comme je dis, au début, j'étais assez agnostique, genre, ouais, trop cool et tout. Après, j'ai shifté, quoi. Parce que tes premiers... en témoin de mon livre. Tes premiers textes sur la crypto étaient plutôt... Alors, non, jamais enthousiaste à fond, mais... reprenez une forme reprenez un peu ce que me disaient les acteurs sans le questionner fondamentalement, sans aller voir les mécanismes et ouvrir un peu la boîte noire, quoi. Ok. Donc le sujet des cryptos est un bon exemple de ce changement.
Alors là aussi, je sais pas si tu as trouvé ça deep. Y a-t-il un changement physique, donc une coupe, une coloration, un tatouage, un piercing, que tu n'as jamais osé faire? Non. Non. Écoute. Clair, simple, efficace. Franchement, j'ai eu toutes les couleurs de cheveux, j'ai le crâne rasé pendant longtemps. J'ai pas mal de tatouages et de piercings. Bon. Ah si, j'ai jamais osé me faire des trucs genre me splitter la langue ou des implants ou des trucs trop dark comme ça. Mais est-ce que ça te faisait envie? Non. Non. Donc c'est pas vraiment que t'as jamais osé le faire, vu que. Ouais. Penses-tu que l'on peut rire de tout? Waouh. C'est un moment qui a été pas ressorti celle-ci. Il faudrait, mais il faudrait pouvoir le faire en ménageant quand même l'interlocuteur et l'interlocutrice, et donc avoir une très fine connaissance de son ascendance, de ses traumatismes, de son histoire personnelle en fait. Et à partir de là, je pense que oui. Mais a priori, ça me paraît chaud quand même d'aller dropper une blague islamophobe devant quelqu'un que j'identifie comme appartenant, par exemple, à la confession musulmane, quoi, tu vois. Oui, non, je sais. Il y a peut-être aussi un peu une histoire de qui fait la blague en fait. Oui, faut pas que le rire s'exprime. Là encore, exprime une hiérarchie, une volonté de dominer, quoi. Donc c'est tricky quand même. Mais a priori, si tu connais pas la personne. Oui, bien sûr. Mais après, par exemple, dans le cadre des humoristes qui ne pourront jamais connaître toutes les personnes de leur public. C'est une vraie question d'actualité. Puisqu'on est en train de s'éveiller à la question des discriminations systémiques et de quand même la parole et l'écoute se libèrent sur pas mal de questions, que ce soit le féminisme, la question de la race en France, les inégalités sociales. Aujourd'hui, certaines blagues d'il y a 50 ans paraissent totalement déplacées. Même d'il y a 10 ans. Et même moi, il y a certaines blagues me choquent, et en même temps, il faut laisser une liberté artistique. Donc honnêtement, j'ai pas de réponse toute faite à cette question. Ok. Y a-t-il une odeur qui te plaît particulièrement? Ouais. J'aime beaucoup l'odeur de certains parfums. Je te dis lesquels. Non, j'aime bien le truc un peu boisé. Ok. J'adore mon parfum. Qui est Wonderwood de Comme des garçons. Et je pose la question alors que je ne connais aucun. J'aime bien l'herbe coupée. J'aime bien l'herbe coupée. Oui. Ah ouais. Et j'adore style l'odeur des figuiers et des figues. Moi, mon truc. Mais l'herbe coupée, Mais en odeur vraie. En odeur vraie. Alors, c'est déjà l'avant-dernière. T'est-il déjà arrivé un événement que tu estimais mauvais au début et qui est devenu positif? Oui, clairement. Beaucoup en fait. Je pense que notre vie est pavée de choses qu'on perçoit comme des échecs et qui s'avèrent être pas si dramatiques que ça. Ouais. Bah, typiquement, mon espèce de move d'aller bosser dans la mode après mes études, genre rien à voir, nimp. Bon, bah au final, derrière, j'ai eu du chômage, j'ai monté mon collectif féministe, j'ai fait plein de trucs chambés. Et je suis devenue journaliste. Oui, d'ailleurs, j'avais pas rebondi à ça alors que ça faisait partie de la création de après ça de comme nous brûlons, mais autour de quoi et avec quelle volonté t'as créé ton collectif qui s'appelle, tu l'as dit tout à l'heure, Brigade du Stupre. Putain, le cheminement pour trouver le nom a été tortueux. Eh ben, on avait envie de faire des choses ensemble, on avait envie de parler de féminisme et de nous-mêmes acquérir un socle de connaissances sur la question. On voulait s'éveiller ensemble au féminisme, au pluriel. Et on a fait ça avec 5 copines et ça a été des moments hyper exaltants de partage, de sororité, d'activisme et de multiplication d'actions. Et j'ai rencontré certaines de mes meilleures amies, on a vraiment créé une dynamique et tout, et c'était chambé. Merci Pôle emploi. Et comment s'est passée la rencontre avec les autres associations webzines collectives qui a donné lieu à Comme nous brûlons? Copines, ouais. Copines de copines. Il n'y a pas eu un...
je sais pas comment dire, une internationale des associations féministes parisiennes. Non, il n'y a jamais eu d'international à mon grand regret, mais quand même des scissions et des courants au sein du féminisme. Mais Bien sûr, bien sûr. c'est le problème parfois, mais bon, comme dans tous les mouvements politiques. Hein. Oui. Mais non, nous c'était assez, ça s'est fait par rencontre. Et comme je disais, t'es la deuxième personne à avoir fait partie de l'aventure comme nous brûlons que je reçois. Mais toi-même aujourd'hui, t'es plus du tout impliqué dedans. Tu fais vraiment plus de. Non, j'ai plus eu le temps à partir d'un certain moment et j'avais plus l'énergie de m'investir autant dans un projet bénévole qui était très demandant en termes d'implication. Et j'étais dans une autre partie de ma vie. Ok, très bien. Et alors, la dernière. On va plutôt faire. Quelle a été la chose la plus bizarre qu'un ou une inconnue t'ait dite ? On m'a dit un truc un jour qui m'est resté marqué. C'était incroyable. Et comme quoi, j'adore ce genre de rencontres. J'étais à Ménilmontant, en terrasse d'un café qui s'appelle le Eva Pritsky. Je sais pas si c'est encore ouvert. Je vois pas lequel c'est. C'était un café un peu artistique, tenu par cette propriétaire fantasque, Eva Pritsky, qui rassemblait une espèce de bohème artistico-politique du coin. Et j'étais pépouze en train de boire mon café en terrasse de ce café, et un type passe et me dit « Ici, c'est un endroit pour les esprits libres, et vous m'avez l'air d'être un esprit libre. » D'accord. Nice. Franchement, je m'en rappellerai, ça m'a grave touchée, j'étais là, si mère. Et il a passé son chemin ou il est rentré dans le café ou Non, il est passé devant. Il est juste passé devant et il a dit ça. Bah, très bien. Bah, écoute, Nastasia, merci pour ton temps, pour tes réponses. Tu peux à ton tour en piocher 3 si tu le souhaites. Je voulais te poser une question tout à l'heure, je sais plus ce que c'est. On va voir si elle revient d'ici. Alors, cher Jacques, la célébrité que tu aurais aimé rencontrer. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est marrant, c'est lié de très très loin à Comme nous brûlons. Je pense que j'aurais aimé... En fait, j'aurais pas aimé le rencontrer. J'aurais aimé le voir sur scène. J'aurais aimé voir Jay Retard sur scène. Parce que... Mais on l'a pas fait jouer, Jay Retard. Non, mais je sais que Retard... magazine qui faisait partie du collectif. Le collectif Retard ne s'appelait pas comme ça en référence à Jay Retard, mais aimait beaucoup Jay Retard et commémorait souvent sa mort. Donc non, je crois qu'il est mort bien avant que Comme nous brûlons existe, vu qu'il est mort en 2009 ou en 2010. C'est ouf parce que tout à l'heure j'ai réécouté un truc. Alors c'est pas Jay Retard, mais j'ai beaucoup écouté Jay Retard. J'ai réécouté un album de Ty Segall. J'ai pas écouté Ty Segall depuis 1500 ans quoi. J'ai écouté Sleeper de Ty Segall. Et je pense que j'ai écouté Jay Retard en même temps que Ty Segall. C'est possible. Mais du coup, j'aurais adoré voir Jay Retard sur scène. Et non, quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer. Allez, pour faire un peu la jonction entre musique et politique, je pense que j'aurais bien aimé discuter avec Nina Simone. Ça peut être... passer un moment avec Nina Simone, ça devait être très enrichissant, je pense. Et puis vu que je considère que la musique aurait pu s'arrêter après elle, ça aurait pas été si dommage que ça. Oh si, on n'aurait pas connu plein de trucs quand même. Oui, on n'aurait pas connu plein de trucs, mais en vrai, toi, qui aurais-tu aimé rencontrer? Moi, un DJ qui est mort il y a 2 ans que j'aime vraiment beaucoup, Andrew Weatherall, qui est un des mecs qui a inventé l'acid house au UK. Et qui était une bible musicale et au-delà de ça quelqu'un de très intellectuel. Donc et puis après je pense j'aurais bien aimé rencontrer Simone de Beauvoir quand même. Ok. Tout un tas de féministes mortes et des penseurs. Gilles Deleuze. Je connais pour le coup je connais très très peu Gilles Deleuze. Je sais qu'il y a son abécédaire, je sais que je tente une fois tous les 2-3 ans. Freud pour déconner quand même. Pourquoi pour déconner? Bon, pour le fun quoi. J'aurais bien aimé le rencontrer au 19e. Es-tu sensible à la critique? Parce qu'il y a aussi la question, es-tu sensible tout court? À la critique, oui.
Oui. Après, on me fait... quoique, si... Bah, en même temps, je sais pas. Alors, une des critiques qu'on me fait, je crois que c'est la rare critique négative qu'on m'a faite sur Aléatoire, par exemple, c'est que des fois les épisodes sont trop longs. Sachant que j'ai sorti l'épisode le plus long a pu dépasser les 3 heures. Bon. Ah oui. Mais mais en fait, ma réponse à chaque fois, c'est mais j'oblige personne à l'écouter en une fois. Et le podcast, c'est un truc qui peut se consommer, selon moi, en plusieurs petits bouts. Et alors, peut-être qu'il faudrait que je sorte ces épisodes. Mais c'est vrai que je me défends beaucoup, quoi. Jamais je me dis, est-ce que effectivement les épisodes sont longs? Est-ce que je devrais faire plus de montage pour vraiment garder le meilleur de chaque épisode? Mais en même temps, j'aime bien cette idée de garder les hauts et les bas. Donc, ça fait partie de vraiment ce que je veux proposer avec Aléatoire. Mais ouais, je suis assez sensible à la critique. Et à côté de ça, par exemple, les critiques très positives que j'ai pu avoir, c'est des choses qui m'aident vachement en fait et qui m'ont apporté énormément de motivation et qui m'ont permis de pas me reposer sur mes lauriers. Donc ouais, je pense que je suis sensible aussi bien à la critique. Je suis sensible dans le sens ça me plaît pas la critique négative, et je suis sensible dans le sens ça a des aspects bénéfiques à la critique positive. Donc il faudrait peut-être que je mélange un peu les deux. Toi, t'es sensible à la critique? Encore une fois, ça dépend de qui elle vient et comment elle est formulée. Ouais. C'est-à-dire que si j'accorde la légitimité à la personne, ou non, au contraire, je la demande. Et si je sens que la personne le fait sans intention de blesser ou de... Mais... de t'attaquer, ouais. Tu vois, par exemple, j'ai subi beaucoup de critiques suite à la parution de mon essai. Mm-hmm. Je peux pas dire qu'elles m'ont laissé insensible, mais... C'était tellement... comment dire, ça manquait tellement de substance que c'était plus de l'attaque systématique, ouais. de l'anathème que de... Ça, je laisse un peu de côté, quoi. Ok. Y a-t-il un film que tu as tellement vu que tu cites les dialogues au quotidien? Et la dernière, comme je pense comme à peu près toutes les personnes de nos générations, hein, La Cité de la Peur, la classe américaine sont des choses qui marchent bien. Et après, il y a des films, je pense que j'ai tellement vu que je pourrais citer les dialogues au quotidien, mais je le fais pas parce qu'autour de moi tout le monde les a pas vus et ne comprendrait pas forcément. C'est un peu ça. Genre, je pense que Clerks ou Dogma de Kevin Smith avec Jay, enfin les personnages de Jay et Silent Bob, je pense que je pourrais citer des dialogues au quotidien, mais la plupart des gens autour de moi n'ayant pas forcément vu ces films, ils comprendraient pas. Et donc, mais ouais, non, sinon les plus classiques, ça va être La Classe américaine ou La Cité de la Peur. Pas Kaamelott, contrairement à beaucoup de métalleux aux cheveux longs, comme tu le signifiais tout à l'heure. Et je suis pas un anti-Kaamelott, mais je trouve pas ça aussi bien, et surtout que je trouve que le film... disons que c'est rigolo à 15 ans, à 30 t'as un peu moins. C'est ça, ouais. Et puis le film est une telle merde que vraiment, grandissait les gens. Donc ouais, voilà, mais soit des classiques, soit des films que je ne cite pas parce que les gens ne comprendraient pas. Toi, ce serait quoi les films que tu pourrais citer mais que tu ne fais pas parce que les gens autour de toi ne comprendraient pas? Il y a un film d'Araki qui est juste c'est une succession de punchlines, c'est The Doom Generation. Ouais. Avec son Wake Up and Smell the Cappuccino geek, qui est assez énorme. J'aime beaucoup le personnage de Rose McGowan dans le film. Et Sailor et Lula. Ouais. Ok, de Lynch. Ouais, de David Lynch. Papa, écoute. Très bien. Voilà qui conclut presque cet entretien. Encore merci d'avoir accepté mon invitation, puis de m'avoir accueilli à toi, chez toi, Jacques. et puis de m'avoir servi une carafe de cancer, vu que quand je suis arrivé, la première chose que tu m'as dit, c'est: je viens d'apprendre que l'eau de Paris était intoxiquée. T'as dit non, c'est contenait des substances cancéreuses. Contenait des substances cancéreuses. Qu'est-ce qui n'en contient pas aujourd'hui? Ce serait peut-être plus la question à poser. Ce serait peut-être plus ça la question à se poser. Du coup, ça va tous nous renvoyer vers la cristalline, qui est une aberration écologique de l'eau en bouteille. Ouais, l'eau en bouteille. Est-ce que l'eau en verre et en bouteille de verre est une aussi grosse... Non, c'est moins. Mais du coup, si tout le monde se passe le mot que l'eau de Paris contient des substances cancéreuses, on va tous aller acheter nos packs d'Evian, quoi. Ouais, c'est pas... Et elle est pas...
Genre, la Brita, ça aide pas, ça ne filtre pas. Écoute, il faudrait leur demander à ceux qui ont mené l'étude. Ok, très bien, on leur demandera. Comme je t'avais dit, j'ai une dernière question. En vrai, j'en ai encore 2 ou 3 dernières, mais la première, c'est est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une avec qui tu peux me mettre en relation, et une où ce serait le kiff d'entendre cette personne sur Aléatoire. C'est pas simple, hein. Tu peux en donner plusieurs dans chacune des catégories. Hein. On n'est pas, encore une fois, je vais pas m'appeler Aléatoire et dire non, il faut mettre un pour chacun, sinon c'est. Il y a plein de personnes en vérité. Donc là, maintenant, la question c'est qui. Je peux potentiellement te mettre en relation avec elle, mais je viens d'acheter le dernier livre d'Ovidie, La chair est triste hélas. Et elle parle de sa grève du sexe et le fait qu'elle n'a plus de relations sexuelles avec des hommes tellement c'est décevant et tellement ça la rappelle à son histoire de violence sexiste et sexuelle. Et je pense que ça va être une lecture très fun. Donc Ovidie, et potentiellement j'ai son contact. Ok. Ah bah je suis mais archi partant. Et par ailleurs, je trouve que c'est vraiment une personnalité brillante. Ok. Il y a un parcours très singulier duquel elle pourra parler et pourrait. Tout son travail est parfait, quoi. Enfin, parfait. Et archi intéressant. Ouais. Et une autre personne dont j'ai pas le contact, que j'aimerais entendre. Allez, mais ça se trouve aussi, je dirais qu'un des essais qui m'a vraiment subjuguée, tant par l'écriture que par le contenu et la vigueur intellectuelle et à la fois le côté percutant et acéré, c'est l'essai de Louisa Yousfi, Restez barbare, paru à La Fabrique, sur un essai sur la condition racisée maghrébine notamment, et avec ce parti pris qu'il faut pas chercher à s'assimiler dans une société raciste, mais il faut rester barbare. Et elle mobilise pas mal de références au rap, notamment. Intéressante. Beaucoup de PNL. Ah, bah oui, ça peut grandement m'intéresser, effectivement, du coup. Encore une fois, merci. Quels sont tes projets là ? Est-ce que tu es déjà sur un prochain livre sur les cryptos ? Est-ce que tu vas continuer à écrire sur ce sujet dans les différents médias qu'on a évoqués ? Où est-ce qu'on pourra te retrouver à l'avenir ? En pige, c'est sûr, dans Le Monde, j'espère. J'aimerais commencer à bosser pour Libé. Et j'aimerais par la suite réintégrer une rédaction. Comme journaliste sur ces sujets technocritiques, toujours numériques, mais peut-être élargir à d'autres sujets sur globalement ce qui relève des alternatives, quoi, au modèle dominant, au pluriel. Et donc vous me retrouverez certainement dans des articles à la rentrée. Très bien. Mes projets dans les médias sont de prendre des vacances. Ok, très bon projet aussi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre ? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver et suivre ton travail ? Twitter, malheureusement. Mais je suis beaucoup sur Twitter, comme les journalistes. J'aime beaucoup Twitter aussi. C'est en train de devenir une poubelle tenue par en train de devenir de la merde, maniaque totalement réactionnaire et riche et bête. Non, pas bête. Mais réactionnaire et riche. Il a pas l'air brillant pour autant quand tu l'entends, quand tu l'écoutes parler. Assez moyen, bien qu'il ait acquis un statut de demi-dieu aujourd'hui. Donc non, mais Twitter. Ok. Il est très. J'ai l'impression qu'il est très apprécié dans la communauté crypto aussi. Oui, il est vénéré, il a peut-être plus d'influence que Joe Biden, quoi, en vrai. Ah ouais. Ça, c'est très bien. Eh bien, écoute, je mettrai ton compte Twitter alors en description de cet épisode. Encore une fois, merci pour tout. Et puis, merci Jacques. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.